Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais démarrer cette conférence en rappelant les caractéristiques principales de la méthodologie DDMRP et en décrivant celle du modèle DDAE, Demand Driven Adaptive Enterprise. Les industriels qui suivront raconteront comment ils se préparent à affronter le next normal grâce à ce modèle DDAE. De nos jours, la normalité ne dure plus très longtemps. Il faut se préparer constamment à la suivante. Alors, quel est le contexte dans lequel notre association s'est impliquée dans ce modèle innovant, en particulier pour les supply chains complexes? Notre association a été créée en 91 et pour promouvoir la certification CPIM. En 2009, nous avons été affiliés de l'APIX. Nous sommes dégagés de cette affiliation en 2013 pour justement pouvoir travailler avec le Demand Driven Institute parce qu'il nous paraissait que son body of knowledge répondait aux problématiques des supply chains complexes soumises à des environnements très volatiles. Bien nous en a pris puisque quelques années après, l'APIX a créé l'Association for Supply Chain Management qui aujourd'hui distribue aussi bien les certifications APIX que certaines des certifications Demand Driven Institute. Alors, en 2020, nous avons pris le nom de Association francophone de Supply Chain Management. J'en profite pour remercier aujourd'hui les 1500, 1600 adhérents et plus, les entreprises adhérentes et les partenaires qui nous ont soutenus toute cette année difficile en restant adhérents chez nous. Cela nous permet de continuer à développer ces sujets. Alors, quel est le modèle, quel est plutôt le problème que le modèle DDAE entend résoudre? Eh bien, la plupart des entreprises industrielles dans le monde utilisent plus ou moins le modèle MRP2. Ce modèle MRP2, Forecast Driven Push Mode, en push mode, a deux niveaux de planification. Un niveau à la référence, qui a été inventé en 75 par Joe Orlicki, rappelez-vous de ce nom, qui utilise donc des références, des prévisions précises à la référence pour faire tourner son calcul des besoins, le calcul MRP. Et puis, il utilise les prévisions par famille de produits qui ont été décrites, dont les étages de planification ont été décrites par Dickling, rappelez-vous ce nom aussi, en 88, avec le fameux Sales and Operation Plan. Le problème, c'est que dans l'environnement VUCA dans lequel nous sommes aujourd'hui, volatile, incertain, complexe, ambigu, eh bien cette construction verticale qui devient de plus en plus instable, puisqu'elle est basée sur un calcul à la référence qui devient de plus en plus précisément faux. Du coup, on est obligé de constamment refaire le calcul des besoins. On est obligé tous les mois de déconstruire et reconstruire le Sales and Operation Plan. Et on a perdu l'espoir d'adhérer d'une quelconque manière au MPS, que certains appellent le PDP. Donc voilà le problème. La direction de la solution que le Demand Driven Institute a trouvée est basée sur les travaux de Goldratt, la théorie des contraintes. Tout le monde connaît le but, vendu à 4 millions d'exemplaires dans le monde, et sur les travaux de Debra Smith, qui en 2013, avec son livre Smart Metrics, a démontré combien l'obsession de la réduction du coût unitaire crée des contraintes artificielles dans l'ensemble de l'entreprise. C'est comme ça que Carol Ptak, ancienne présidente de l'APIX, la seule femme d'ailleurs, c'est à noter, et Chad Smith ont écrit la 3e édition du livre Orlicki, vous vous souvenez, Joe Orlicki, et ils ont décrit comment s'affranchir
de ces prévisions à la référence de plus en plus fausses, en mettant des buffers, des amortisseurs, des buffers de stock dans des endroits intelligents dans l'ensemble de l'entreprise pour amortir les chocs de la variabilité et donc être capable de prendre en compte uniquement les informations de la demande réelle qui, par définition, sont justes. En 2018, Dick Kling, vous vous souvenez, le père du SNOP, a rejoint le Demand Driven Institute pour adapter son SNOP en deux processus. Le processus adaptif SNOP au niveau des familles, toujours de forecast, de prévision, de manière à dimensionner l'outil industriel, et en mettant une autre partie de processus SNOP qui s'appelle le Demand Driven SNOP, qui est une sorte de rotule qui permet d'adapter en permanence les informations du marché, les innovations, ce qui se passe avec la concurrence, à la réalité de la demande à gauche sur le schéma. De cette façon-là, ce modèle systémique colle véritablement à la demande tout en étant capable de s'adapter aux évolutions de plus en plus rapides du marché. Alors, on nous pose souvent la question, mais comment passe-t-on du MRP2 traditionnel au DDAE? Alors, on garde bien entendu les prévisions au niveau des familles qui permettent encore une fois de dimensionner l'outil industriel. En revanche, on remplace le MRP traditionnel par un MRP qui se fait entre les buffers d'ailleurs de stock qui sont complétés par les buffers de capacité, les buffers de temps. On conserve la logique du SNOP, mais on la l'adapte plus particulièrement aux décisions concernant les évolutions du marché et de la concurrence. Et finalement, on se retrouve avec deux nouveaux processus, Adaptive SNOP et Demand Driven SNOP, qui permettent de faire fonctionner ces deux boucles de retour propres à tout système, à toute approche systémique, pour encore une fois coller le plus possible au flux. Comme le dirait Carol Ptak, it is all about flow. Ce modèle permet de prendre des décisions très claires au niveau stratégique, au niveau tactique et au niveau opérationnel, ce que le modèle précédent ne permettait pas de faire aussi bien. Alors, notre association, comment s'est-elle impliquée dans l'évolution de cette méthodologie? Nous sommes des professionnels qui s'adressent à des professionnels du supply chain management. À ce titre, nous faisons une veille technologique. Cette veille technologique nous a conduit et je remercie au passage de Supply Chain Event qui, dès 2013, nous a invité Carol Ptak à parler du DDMRP. Ensuite, en 2015 et 2017, Carol Ptak est revenue présenter l'évolution de son modèle. En 2018, nous avons pris le relais en termes de développement, puisque j'ai personnellement participé au développement du Serious Game, le fameux Serious Game, The Fresh Connection, version DDMRP, qui permet d'expérimenter le processus de décision DD-SNOP. Et avec nos collègues allemands, nous nous sommes consacrés à l'écriture d'une certification Adaptive Enterprise Foundation qui explique en 2 jours, alors avec un peu plus de détails que ce que je viens de faire, comment passer d'un modèle à l'autre grâce aux 4 buffers, le 4e étant le dernier né des buffers, skills, compétences. Pendant toute cette période, la France a été leader dans le monde en termes d'éducation à ce modèle, tandis que le Demand Driven Institute traduisait en 12 langues son body of knowledge. Alors évidemment, nous aimerions bien contribuer à rester leader, pourquoi pas.
Et c'est pour ça que nous avons, avec un certain nombre de nos entreprises adhérentes, lancé cette année le mastermind des projets DDAE. Et ce sont trois de ces participants qui vont vous parler aujourd'hui de leur projet. L'entreprise Figeac Aéro qui a démarré en 2015, l'entreprise Radial qui a démarré en 2018, l'entreprise AproService qui a démarré cette année, avec nos 3 cabinets partenaires qui nous accompagnent depuis le début. Agilea, qui est aujourd'hui le plus gros cabinet en termes de nombre d'instructeurs qualifiés et de master instructeurs, qui accompagne même des doctorats en DDMRP et DDAE. Le cabinet Sitwell, qui le premier a accueilli Chad Smith à Paris, et le cabinet Axoma, dont l'un des dirigeants est un ancien président de notre association. On terminera par Demand Driven Technology, le software qui le premier a mis en place une solution DDMRP et des solutions DDSNOP, DDOM qui nous donneront une perspective internationale sur ces questions de Demand Driven Adaptive Enterprise. Je vais maintenant passer la parole à Frédéric Lanchet, qui donc, depuis Blois, va nous raconter le démarrage de son projet. Frédéric, à toi. Bonjour à tous. Oui, contrairement à ce qui est probablement affiché en dessous sur l'écran, je suis Frédéric Lanchet, non pas Caroline Mandon. On est dans la même salle et je prends le relais pour vous expliquer notre projet en partenariat avec le cabinet Axoma. Donc, quelques éléments de contexte. Actura, c'est un réseau national en agrofourniture. On fédère à peu près 140 entreprises implantées sur l'ensemble du territoire. On intervient donc dans le monde agricole et au sein du groupe Actura et du réseau Actura, on a un SURPIEL, voire même de plus en plus un fort PL qui s'appelle AproService, qui vient piloter les flux amont et aval pour l'ensemble des parties prenantes de ce réseau. En bout de chaîne, on retrouve les structures des adhérents qui viennent, je dirais, faciliter la mise en marché de l'ensemble des produits et également les services. Alors, notre environnement, il agit et il évolue dans un monde VUCA, comme l'a précisé Caroline, avec un client final qui, lui, a envie de prendre des décisions d'achat de plus en plus tardives et en tout cas de plus en plus proches de l'utilisation des produits dans les champs. Et puis, bien évidemment, ce client final qui est l'agriculteur, il agit en fonction d'un ROI estimé, et donc il ne veut investir que si il espère un retour sur investissement qui, je dirais, lui prouve que les achats sont justifiés. En amont de notre chaîne, on a plutôt des industriels d'envergure pratiquement pour l'ensemble des industriels, ils ont tous une envergure internationale, avec une particularité, c'est que nous sommes sur des supply chains très complexes, dans une approche très globale, avec des usines qui interviennent souvent sur plusieurs continents en termes de distribution, et surtout, la caractéristique, c'est un cycle industriel particulièrement long, notamment du fait des sourcings de matières premières. Nous, dans notre réflexion et notre plan stratégique, on a clairement identifié que la supply chain était un élément différenciant et un facteur clé de compétitivité. Donc, les enjeux que l'on positionne, c'est bien évidemment, si on part du bout de chaîne, améliorer le taux de service du client final, en l'occurrence agriculteur, et par ricochet, nous devons, au niveau de la gestion centrale, améliorer le taux de service de nos structures adhérentes. Par ailleurs, on a un objectif d'optimiser les flux financiers dans une activité de négoce. Les objectifs en matière d'optimisation du cash flow sont particulièrement importants, et donc on est bien dans cette perspective. Et puis, on est également dans une perspective end-to-end où on va chercher à optimiser le coût global de mise en marché des intrants.
si on prend ces objectifs qui se situent en aval de la chaîne et que on les reporte sur les acteurs en amont, bien évidemment, tout l'enjeu, c'est partant du principe que l'on a des cycles industriels très longs, d'arriver à sécuriser les approvisionnements pour garantir un niveau de service élevé, avec des firmes qui interviennent sur, je dirais, l'ensemble du globe et qui font face également à des évolutions réglementaires qui sont très fréquentes, d'une part, et qui doivent, par ailleurs, gérer certaines tensions, je dirais, en matière de sourcing. Tout ça fait que quand on met tous ces éléments dans l'équation, on a un exercice de gestion de la prévision, en particulier lorsque on veut envisager le moyen terme et le long terme, qui est très compliqué. Donc, on a mené une réflexion de part un petit peu, je dirais, en s'inspirant un petit peu des bonnes pratiques que AFR-SCM, je dirais, dont AFR-SCM pardon, fait la promotion, et puis en collaboration avec notre cabinet Axoma, on a souhaité vraiment regarder quels étaient les modèles qui pouvaient nous permettre de répondre à l'ensemble des problématiques que je viens d'exposer. Aujourd'hui, on a été très intéressé par, je dirais, la démarche Demand Driven Adaptive Enterprise. Et ce qu'on a souhaité d'emblée, c'est un propos important, je pense, c'est vraiment appréhender l'ensemble du modèle tel que a pu vous le présenter Caroline Mondon précédemment, c'est-à-dire l'approche Adaptive Enterprise, le modèle de planification demand-driven et aussi, bien évidemment, toute la brique demand-driven SNOP pour piloter au mieux au sein de l'entreprise et aussi avec les parties prenantes, pas seulement qu'au sein des frontières de l'entreprise, l'ensemble des flux. Donc, on a fait un apport théorique pour bien comprendre la puissance du modèle dans son ensemble. Cet apport théorique, on l'a fait au niveau de l'ensemble de l'équipe supply chain dans un premier temps. Et je dirais que là, en termes de retour d'expérience, la formation Adaptive Enterprise Foundations, elle est vraiment incontournable pour aligner le discours au sein d'une équipe supply dans une entreprise, pour bien comprendre les fondamentaux d'une supply chain moderne. Et ça permet de plus facilement rentrer dans le Demand-Driven Operating Model et toute je dirais, la conception du système de planification dans une perspective Demand-Driven. Bien évidemment, en termes de potentiel d'amélioration, on a souhaité, suite à ces formations, identifier ce que pouvait nous apprendre et nous apporter ce modèle. En synthèse, je dirais qu'aujourd'hui, ce modèle, il correspond vraiment à cette approche end-to-end que l'on a en se disant qu'on veut améliorer l'ensemble de la mise en marché, avoir vraiment intégré les parties prenantes dans les objectifs que l'on peut se fixer vis-à-vis du client final. Et puis, ce qui nous a séduit dans ce modèle, c'est qu'il pouvait aussi, à travers des règles simples et pragmatiques, je dirais, se déployer facilement avec la finance, avec les équipes business et bien évidemment avec nos adhérents. Pour terminer, je dirais que cette formation et le fait d'avoir appréhendé Demand Driven, ça nous a permis aussi d'envisager des nouvelles pratiques de collaboration au bout de chaîne et en amont, qui nous laissent présager vraiment des améliorations en matière de supply chain. Alors, peut-être pour finaliser sur notre présentation et pour vous dire un petit peu l'étape dans laquelle on se situe, je poserai une question qui est de dire finalement, dans notre activité dite de distribution, et
Et considérant que la plupart des exemples aujourd'hui sont plutôt industriels, on est en train de s'assurer que l'ensemble du modèle répond au secteur de la distribution tout aussi bien qu'au secteur industriel. Et donc, je vais laisser la parole à Pierre Abouhamad pour répondre à cette question. Merci Frédéric. Sur la partie distribution, les 3 points clés que j'aimerais mettre en avant pour les apports en tout cas du modèle DDAE. Le premier, c'est les règles pragmatiques et pratiques que tu as évoquées qui sont à partir des éléments de buffer, que ce soit de capacité ou de stock, qui permettent de définir des priorités claires pour tout le monde, de l'adhérent chez vous jusqu'au fournisseur, où on en est sur le flux d'approvisionnement de chacun des produits et qui permettent aussi d'optimiser le transport en faisant des choix, pas toujours forcément faciles quand on n'a pas une vision globale entre les minimums de commandes que vous avez, le remplissage des transports, les besoins à court terme et à long terme des adhérents. Donc, cette pratique, en tout cas, ces pratiques-là et ces règles qui sont données par le modèle Demand Driven vont aider à régler ce genre de problématiques. L'autre point, c'est que ces règles partagées viennent aussi avec un vocabulaire et avec des pratiques communes qui vont vous simplifier la vie pour la collaboration entre les adhérents et vous, pour l'équipe supply chain en interne, mais également avec les fournisseurs. Donc on parlera des mêmes choses, ce qui n'est pas forcément évident quand on a 140 entreprises en face avec lesquelles discuter. Et le troisième point, qui va être le point le plus important pour sécuriser la mise en œuvre, c'est d'aller très rapidement vers le process DDSNOP, donc mettre en place la partie opérationnelle de planification et de buffer, et aller très rapidement vers le DDSNOP pour pouvoir redimensionner le réseau, pour pouvoir redimensionner les buffers, et surtout pour pouvoir embarquer rapidement la finance et les éléments financiers également dans le process décisionnel. Merci Pierre. Merci à tous pour votre écoute. On passe la parole à Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Donc Nicolas Boulingre, j'appartiens à une entreprise familiale, une ETI française familiale qui s'appelle Radial, qui n'a rien à voir avec le pneumatique, puisque Radial, avec 2 L, conçoit, fabrique et vend des connecteurs électriques. Alors des connecteurs électriques qui sont destinés à plusieurs marchés, notamment le marché de l'aéronautique, mais également le marché des télécoms, de la défense, du spatial. Et Radial a connu son ascension assez rapidement, à partir de 1952, depuis la création de cette entreprise par les frères Gattaz, Yvon et Lucien Gattaz, jusqu'à la reprise de l'entreprise en 1993 par Pierre Gattaz, et s'est déployée mondialement et aujourd'hui est présente sur tous les continents avec une empreinte industrielle représentant 11 usines. 11 usines réparties à travers le monde et des usines qui sont à proximité de ces marchés. Alors, qu'est-ce que vend Radial? Comme je le disais précédemment, Radial vend des connecteurs électriques avec des applications différentes. Et donc, Radial propose à ses clients, qui sont nombreux dans des marchés très divers, propose à ses clients une multitude de produits finis, qui sont mis à disposition au plus près de nos clients. Grande complexité en termes de maillage, mais une complexité de produits et de clients importante qui nous a fait réfléchir à l'évolution de notre supply chain, et pour ça, on a associé Sitwell. Et Jérôme nous a accompagnés pendant de nombreux mois sur la réflexion qui aboutit à déclencher un projet DDMRP sur un périmètre de nos usines françaises pour pouvoir véritablement tester la méthodologie DDMRP, savoir si ça, d'une part, ça pouvait s'appliquer à nous, puisqu'on se disait non, nous, on est trop complexe, ça fonctionnera jamais. Et finalement, quelques mois plus tard, après l'accompagnement, après la mise en place, après la formation, on l'a vu précédemment, c'est vraiment un socle très important, mais après également la définition d'objectifs à atteindre. Et cette définition dans notre roadmap a été très importante puisque c'est ce qui nous permet de valider à ce jour que ce qu'on a mis en place sur notre périmètre, ça a porté ses fruits, tant en taux de service
Donc, on a gagné près de 20 points en service client, ce qui est énorme dans notre activité. Ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis plusieurs années sur cette famille de produits sur laquelle on a lancé le DDMRP, avec un stock que vous pouvez voir sur le graphe ci-dessous qui diminue bon gré mal gré depuis le lancement du projet, tous les mois, toutes les semaines même, avec des qualités de stock qui augmentent énormément. Et puis surtout avec un gain de temps en termes de gestion, de paramétrage et des équipes qui sont bien plus sereines maintenant avec la gestion par la méthodologie DDMRP avec un outil dédié plutôt que par un ERP classique qui ne traite que du MRP ou sinon un mix de MRP, de Kanban, de VMI à côté avec des cartes qu'il faut compter et recompter pour s'assurer qu'on n'a pas perdu en cours de route. Donc, les résultats sont indéniables pour nous. Et donc, fort de ces résultats, on s'est dit, il faut surtout pas arrêter. Il faut pas arrêter. Notre démarche s'est inscrite dans la continuité avec le support de la direction générale de Radial. Et ça, c'était un élément qui était primordial pour pouvoir nous permettre de continuer à déployer d'une part le DDMRP, mais également d'aller au-delà du DDMRP et d'enclencher aussi toute une réflexion autour du DDAE. Alors, le DDMRP, d'une part, ça va devenir ça devient dès à présent et jusqu'à la fin de son déploiement dans les quelques années qui viennent, le modèle référent du traitement de la demande chez Radial. On va déployer ce DDMRP site par site pour garder également une dynamique d'embarquement global des équipes. Et au-delà des équipes des sites, on se pose dès à présent la question de la mutation vers le DDSNOP pour embarquer ce qu'on a déjà en place, un exécutif, un processus SNOP classique, et pour pouvoir adapter ce processus SNOP et puis le faire bien cohabiter avec notre DDMRP. Alors, tout ça, ça doit s'intégrer dans une cible, dans une vision, avec la mise en place de cette adaptative SNOP, mais également en lien avec le DDSNOP, pour faire monter en compétences et monter également dans cette dynamique, dans notre supply chain étendue, les équipes, tant en amont avec le sourcing, avec le commerce, avec le marketing, qu'en aval, jusqu'à nos transporteurs. On a une dynamique également actuellement de passer sur des 3PL. Donc, ça peut être aussi un élément différenciant demain pour pouvoir piloter notre distribution vers nos clients finaux. La montée des acteurs, pour nous, est une valeur véritablement très importante, qui est inscrite d'ailleurs dans nos valeurs de Radial, grandir ensemble, et c'est une véritable valeur ajoutée pour nous et pour le projet. C'était un élément, donc Sitwell nous a énormément accompagnés sur ce sujet et nous a permis finalement, autour de concepts bien décrits dans un gros livre, mais a réussi à faire passer dans nos équipes le message du DDMRP et du DDAE d'une manière beaucoup plus globale pour pouvoir embarquer les équipes et pouvoir donner une nouvelle dynamique par l'intermédiaire d'un pilotage et de flux tirés et de projection. Alors, notre histoire, évidemment, ne s'arrête pas là, mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le DDMRP, ça nous a apporté dans les derniers mois qui viennent de se dérouler, notamment avec fermeture et rouverture d'ateliers, d'usines, beaucoup de souplesse dans la gestion de cette crise, beaucoup de visibilité sur les lancements sur besoins fermes, beaucoup de réactivité sur l'ajustement des stocks, sur les paramètres d'ajustement des stocks, et enfin des priorisations de besoins qui ont été aussi vécus beaucoup plus facilement via cette méthodologie que par un MRP, une méthodologie MRP classique. Pour conclure, je voudrais me tourner vers Jérôme finalement, et puis parce que Jérôme a une expérience beaucoup plus large que ce que nous on peut avoir chez Radial pour le moment, même si on commence à avoir une expertise, je pense, d'un niveau qui ne fait rougir personne ici-bas. Mais en quoi est-ce que finalement le chemin vers le DDAE serait-il différent chez Radial par rapport à ce que tu peux voir, Jérôme, dans d'autres entreprises que tu accompagnes aussi dans cette démarche? Alors, merci Nicolas pour la présentation.
pour répondre à la question, bon, déjà, il y a des points communs, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir déployer sur l'ensemble des business units et intégrer des services beaucoup plus largement l'entreprise. En revanche, un point particulier chez Radial qui a été très important, c'est la culture d'ingénieur, très orientée vers le produit et la technicité. C'est une culture qui, naturellement, est orientée dans le détail et aime bien les systèmes parfaits. Un joli ouvrage, un beau travail. Je pense qu'il sera important de faire en sorte que le déploiement se passe au mieux, prendre en compte cette culture, de rassurer les gens et d'accepter de se lancer, parce qu'il faut accepter de se lancer. Dernière chose, je dirais, pour rassurer les gens, les résultats du pilote sont quand même impressionnants, donc ça permettra de servir d'ambassadeur. Merci Jérôme pour ce retour d'expérience et ce partage. Bonjour. Donc, merci Nicolas, merci Jérôme. Donc, bonjour à tous les participants qui sont connectés avec nous. Donc, dans la suite de Radial, donc là maintenant, je vais vous présenter l'aventure Demand Driven débutée en 2015 au sein de mon entreprise, Figeac Aéro, dans l'usine historique de Figeac. Donc, Figeac Aéro, donc nous sommes un des leaders européens dans la sous-traitance aéronautique. Nos clients sont les principaux constructeurs d'avions et assembliers mondiaux du secteur. Nous avons plus de 10 sites de production dans le monde et notre histoire récente a été marquée donc, par une très forte croissance de à peu près plus de 20% par an pendant plusieurs années, bon, jusqu'à la crise de 2020 là, qui touche tout le secteur. Et donc, avant la crise, pour fixer quelques idées, donc l'entreprise, c'est sur Figeac 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 65 millions de stocks et d'encours. Donc, très rapidement, ce qui caractérise notre supply chain, donc une grande variété de produits fabriqués, achetés, vendus, à peu près 35 000. Une demande qui est répétitive, plutôt faible, c'est-à-dire de 20 pièces par an à 20 pièces par semaine suivant les types d'avions. Elle est assez variable, cette demande, de la part de nos clients. Notre business donc est caractérisé par des enjeux de capacité et de flux dans les ateliers, plutôt pas de complexité de distribution, et donc une variabilité interne et externe qui peut être assez importante et embêter les opérations, on va dire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous décrire en fait les étapes depuis 2010. Alors, on n'a pas démarré des DMRP ou des DAE en 2010, mais les étapes qui nous ont conduit à découvrir et comprendre et aller vers ce modèle des DAE. Donc, tout commence par la période 2010-2014 avec l'entreprise qui est en difficulté en termes de livraison, des OTD autour de 80%, des stocks et des encours qui sont très importants, 130 jours de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment pas très performant. Donc la culture d'entreprise à ce moment-là est très orientée donc sur des optimisations locales, une vision TRS, prix d'achat. La maturité de la supply chain, on est vraiment en mode pompier à chasser les retards. Également, on mène des actions correctives mais qui sont peu efficaces. On va attaquer des symptômes mais on règle pas des problèmes de fond. Et notre modèle de pilotage à l'époque, c'est ce que décrivait Caroline, donc du flux poussé à partir de prévisions envoyées par les clients et une génération d'ordres de fabrication et d'ordres d'achat basés sur du MRP, donc quelque chose d'assez conventionnel. Et à partir de 2015, donc la situation est vraiment difficilement acceptable pour les équipes, c'est très difficile avec ces situations de retard. Et donc là, nous recherchons des solutions et donc on se tourne vers notre partenaire en supply chain, Agilea. Là, je salue Damien qui est là. Et donc, c'est là qu'on découvre des Demand Driven et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va faire des très gros progrès. Alors, les impacts en termes de culture d'entreprise, de maturité de supply chain, voilà, et de modèle de pilotage. Donc, on a toujours une analyse de
coût des produits, mais on intègre la notion de besoin de fonds de roulement et de stock dans nos objectifs. Donc les résultats sont plus globaux, financiers, satisfaction client. En termes de maturité de supply chain, très clairement, la compréhension, et on travaille beaucoup sur la stabilisation et l'amélioration des flux, donc qui est vraiment la base très forte de l'approche Demand Driven, donc en lien avec le BFR et l'OTD. Également, c'est là qu'on comprend les phénomènes de variabilité, les impacts que ça produit, les problèmes de visibilité. On fait très bien le lien avec la performance opérationnelle et financière sur les stocks. Et en termes de modèle de pilotage, donc là, on travaille beaucoup donc nos processus de planification et d'exécution. On travaille des pratiques collaboratives classiques de SNOP, de management de la perfo fournisseur. Et surtout, on démarre, on aura dans cette période 2 projets des DMRP, donc avec Agilea et avec Replenishment Plus. Donc le premier pilote qui démarre en 2015 s'arrête en 2016. C'est un pilote qui est basé. On a travaillé sur un produit assez complexe, multisite. Donc voilà, on a essayé de modéliser quelque chose d'assez compliqué et qu'on abandonne en 2016, mais sur lequel on capitalise beaucoup. Donc en termes de technique, déjà de mécanique du DDMRP, il y a une bonne compréhension de ce qui se passe. Par contre, on a vu dans ce pilote qu'on a mal apprécié les enjeux en termes de change. Deuxième pilote qui est repris, qui est démarré plutôt en 2019. Donc là, c'est un pilote sur un flux beaucoup plus simple, par contre sur beaucoup de références, 2500 références, et là qui est plutôt vraiment une réussite où on va atteindre des OTD supérieurs à 95% et un BFR qui s'améliore nettement. Donc du coup, maintenant, donc en 2020, donc c'est là qu'on s'ouvre vers l'avenir. Donc on veut clairement aller plus loin. Donc fort de ces progrès et de ces retours d'expérience, et puis en plus, parce que la crise vient nous percuter, donc comme tout le secteur aéronautique, donc en fait, on a décidé avec le comité de direction d'accélérer le déploiement des modèles opératoires sur toute l'usine. Donc, notre culture d'entreprise est en train de changer. On est de plus en plus orienté PNL et à chercher des avantages compétitifs par domaine d'activité stratégique. Voilà, donc en termes de performance du flux, on a très clairement vu l'amélioration de la satisfaction client et du BFR. Maintenant, ce qu'il nous faut expérimenter, c'est est-ce que l'amélioration du flux peut également faire progresser le ROI global de l'entreprise, ce qui est l'approche finalement du Demand Driven à travers le processus adaptif SNOP. Donc, il y a l'envie d'aller vers ça, mais on n'est pas encore mature sur ce point-là. En termes de maturité de supply chain, donc on a lancé un gros plan de communication au niveau du groupe et un plan de formation en intégrant nos formations sur des DMRP, donc avec des formateurs internes. Et donc on a très clairement la volonté d'exploiter les leviers des modèles opératoires Demand Driven pour améliorer les résultats de l'entreprise et contribuer à la stratégie. Il faut encore convaincre. Donc ça, c'est le processus des DSNOP qu'on a vu tout à l'heure, l'articulation entre la stratégie et le modèle opératoire. Voilà, on a compris ce qu'on voulait faire, mais il nous faut encore creuser, mettre en place. Et en termes de modèle de pilotage, là, on est en train de terminer le déploiement de 10 000 références en make et de 8 000 références en buy, donc dans les prochaines semaines, avec des grosses campagnes de formation voilà, autour de ces modèles opératoires. Donc 2020 et début 2021 est pour nous très charnière et très important sur Demand Driven. Donc pour conclure, donc un terme de retour d'expérience sur cette approche Demand Driven, donc 3 points qui sont importants, donc 4 points, merci, qui sont importants. Donc vraiment le lien entre la culture d'entreprise, la maturité en termes de supply chain et les modèles. Donc il faut que ce soit cohérent, c'est-à-dire on peut pas apprendre à courir avant de marcher, donc il faut y aller sans doute progressivement. En tout cas, nous, on n'a pas été très rapide, mais c'est comme ça. Ne pas hésiter à s'entourer de consultants, contacter FRSCM pour voir d'autres entreprises, benchmarker, je pense que ça peut être une très bonne chose. La notion du conflit qu'on peut avoir entre les coûts et les flux, donc ça c'est quelque chose qui est à creuser à travers Adaptive SNOP notamment. Comment démarrer? Moi, ce que je
préconiserais, basé sur notre expérience, c'est se faire une idée, donc c'est très bien. Par contre, aller assez vite sur une transformation top-down avec vraiment l'appui du COMEX, l'ensemble des fonctions de l'entreprise, et plutôt que de laisser Demand Driven comme étant un outil supply chain où il pourrait risquer de mourir ou de ne pas se développer. Donc, par contre, démarrer simple sur un petit secteur, bien accompagner le changement à travers les formations. Il y a plein de formations de chez nos consultants, avec FRSCM aussi, utiliser les serious games, et enfin, bien structurer les projets avec voilà, de la robustesse et ne pas hésiter à investir dans des outils sérieux, complets, qui vont vraiment se différencier des ERP et des fichiers Excel qu'on utilise traditionnellement. Voilà. Pour conclure, moi, la question que j'aurais envie de poser à Damien concerne, par rapport à la période où on a découvert des DMRP en 2015, finalement, en 2020, quelle approche, toi, tu préconises pour se lancer dans Demand Driven? Merci Xavier. C'est une excellente question. Alors, je rappelle quand même qu'en 2015, vous faisiez partie des pionniers en France. Hein. Vous étiez parmi les précurseurs. Et vous êtes toujours parmi les précurseurs en aéronautique, en fait, dans le monde. Il n'y a quand même pas beaucoup d'entreprises. D'accord. Et à l'époque, on a parlé beaucoup de formation durant ces 40 minutes. Et la formation est un prérequis. Il y avait peu de formations disponibles, et notamment des formations techniques. D'accord. On le voit, en fait, aujourd'hui. Il y a d'autres formations disponibles comme Adaptive Enterprise Foundation, qui ont été mentionnées par Frédéric Lanchet, qui sont des prérequis et sans doute intéressants, en fait, pour embarquer, en fait, l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Deuxième point, c'est, tu l'as dit toi-même, en fait, on a voulu faire quelque chose, en fait, qui était représentatif en termes de flux, mais qui était sans doute trop complexe. D'accord. Plutôt que de prendre réellement, en fait, un problème avec des enjeux majeurs qui étaient gérer la volumétrie que vous aviez à gérer. D'accord. Donc, voilà une deuxième retour d'expérience. Troisième retour d'expérience, ça serait de ne pas sous-estimer la maturité des sites. D'accord. Et en ce qui vous concernait, la maturité des sites, quand on avait pris des sites Picard, des sites figeacois, des sites tunisiens, la maturité ou la plus faible maturité, elle n'était pas forcément en Tunisie. Donc ne pas sous-estimer, parce que c'est quand même un point important dans la conduite du changement. Le quatrième point, tu l'as dit toi-même, c'est d'embarquer en fait, tout de suite en fait, le management. Et aujourd'hui, ce que vous expérimentez en vous disant qu'est-ce que ça peut m'apporter, quelle est la stratégie de service différente que je peux offrir à mes clients, on voit bien quand on est en train de se poser ce genre de questions, ça devient des sujets commerciaux, ça devient des sujets d'entreprise, ça ne devient pas des sujets supply chain. Et enfin, c'est d'être intransigeant. Intransigeant dans quoi? Dans le rituel, les habitudes en fait, données en fait, aux équipes pour que les équipes changent. Ce n'est pas qu'une question de génération des ordres, ce n'est pas une question d'exécution, c'est une question d'amélioration. Donc, comment j'accompagne les équipes opérationnelles à faire évoluer, en fait, à apporter un regard critique pour améliorer leur flux. Merci. Je passe la parole à Bernard. Merci à tous. Merci Caroline. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je crois, si je vois bien le timing, qu'il me reste 1 minute 17, ce qui va être un peu chaud. Donc, je voulais souligner quelques petits points sur l'évolution finalement de Demand Driven à l'heure actuelle. Il y a encore pas très longtemps, on était sur des DMRP dans le domaine des pilotes, des expérimentations, souvent à une échelle modèle. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ce qu'on constate depuis 2-3 ans, et ce que Nicolas, par exemple, pour Radial a partagé avec nous, témoigne du fait qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de projets qui sont de nature très différente, avec des entreprises de classe mondiale qui se lancent dans un déploiement à l'échelle d'un continent ou à l'échelle du globe. Et vous avez quelques noms d'entreprises qui apparaissent ici. Certaines d'entre elles ont des plans de déploiement de DDMRP sur des dizaines, voire pour certaines, pour une paire d'entre elles ici, Active et Grave notamment, sur plus de 100 entreprises, 100 usines de par le monde. Donc, on change de dimension quelque part, on arrive à une certaine maturité. Je voulais partager avec vous quelques-unes des observations et des points communs que l'on peut voir dans ces entreprises. D'abord, un point commun, c'est qu'il y a un leader fort, proche du COMEX, et qui va savoir embarquer le COMEX du groupe et lever les contraintes. Il s'appelle Thibaut chez Michelin, il s'appelle Eric chez Aptiv, Eric chez Stroman, etc. Nicolas, sans doute chez Radial, a un petit peu le même genre de rôle. Ce sont des personnes qui sont convaincues, qui se sont convaincues, qui ont fait leur cheminement et qui
incarne le processus au niveau de la direction de l'entreprise et au sein de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Ensuite, le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que ces entreprises-là font leur déploiement et ont mis en œuvre des démarches de transformation supply chain, pas par curiosité pour voir si demand-driven des DMRP, finalement, c'est à la mode, ça a l'air sympa, qu'est-ce que ça donne. Ce sont des entreprises qui réellement avaient des enjeux, ont des enjeux, qu'il s'agisse de savoir gérer une complexité croissante de leur portefeuille de produits, de réduire les stocks parce que sinon ils ne peuvent pas financer leur croissance, etc., etc. Donc de vrais enjeux pour chacune de ces entreprises-là et une vraie attention portée à délivrer des résultats. Donc ça, c'est un point commun que l'on retrouve sur chacun de ces déploiements globaux. C'est vraiment des indicateurs de performance et un suivi de la performance très proche. Troisième point, en termes d'organisation du projet, une équipe de déploiement qui est une équipe interne et pas beaucoup de personnes, en fait. C'est souvent un petit noyau de 5-6 personnes, même pour des groupes d'une grande taille, qui développent la méthodologie, qui l'adaptent à la réalité de l'entreprise de manière très pragmatique et qui ont conçu souvent leur propre modèle, leur propre processus ou méthodologie de déploiement sur les différents sites. Elles ont développé un blueprint. Souvent, après les 2 premiers déploiements, on va avoir défini les règles de dimensionnement, de buffer, de calcul, de consommation moyenne jour, etc. Et ensuite, on déploie et on impose quelque part les mêmes règles de manière à pouvoir être cohérent sur l'ensemble du périmètre. Bien sûr, ces entreprises font appel à des consultants qui ont de réelles expertises, principalement en début de projet et puis ponctuellement sur des besoins de progression, sur des expertises particulières. Et la gestion du changement est vraiment un élément important, mais que chacune de ces entreprises s'approprie et ne délègue pas à des prestataires. Et toutes ces entreprises aussi, bien sûr, il faut encore et encore le souligner, forment beaucoup, accompagnent l'ensemble des équipes dans des efforts de formation, avec un bénéfice qui est que on dispose d'une grande multitude de formats qui sont adaptés à toutes les audiences au sein de l'entreprise. Point suivant que je voulais mettre en relief, c'est un déploiement qui se fait en mode agile, avec des phases pilotes qui finalement ne sont pas réellement des pilotes, mais qui sont d'ores et déjà des premières phases de déploiement. C'est-à-dire que la plupart des entreprises que j'évoque ont réalisé des pilotes dans la perspective de déployer derrière. Ça veut dire que dès le début du pilote, les ressources étaient approuvées si jamais le pilote réussissait, de manière à pouvoir enclencher derrière sur un projet et un déploiement. Et un exemple que vous voyez ici, c'est une entreprise que nous accompagnons à l'heure actuelle, qui a mené un premier pilote sur un trimestre sur un périmètre Europe, un deuxième pilote sur un périmètre Europe plus Asie plus Amérique, et qui a ensuite l'intention, et d'ores et déjà le plan est calé avec des vagues de déploiement, de déployer sur plus de 20 usines en un peu moins de 18 mois sur 2021-2022. Donc on est vraiment sur des choses qui sont très cadencées, avec du tempo et une volonté délibérée de déployer rapidement. Next slide. Dernier point sur lequel je voudrais insister, dans la théorie des contraintes, et on sait que DDMRP vient beaucoup de la théorie des contraintes, Caroline évoquait le but tout à l'heure. Dans la théorie des contraintes, il y a sans doute un des concepts le plus important, c'est le concept de focus. Et c'est vraiment au cœur de la réussite, je pense aussi, de ces déploiements-là. C'est-à-dire que toutes ces entreprises ne perdent pas, ont déjà établissent une vision partagée de où est-ce qu'elles veulent aller, un langage commun, une compréhension commune de l'importance du flux, et gardent en permanence le focus sur l'objectif. Ce qui veut dire de temps en temps de pas nécessairement chercher la confrontation ou de pas nécessairement chercher à faire les choses parfaites du premier coup. On va pas tout de suite affronter les dogmes nécessairement, les dogmes du coup. On va peut-être pas révolutionner tout de suite
notre processus SNOP, mais on va avancer étape par étape de manière pragmatique et en laissant mûrir les esprits de manière à ce que progressivement l'ensemble des équipes s'alignent. Dernier slide, si vous hésitez encore aujourd'hui, vous ne devriez pas, puisque quand on voit les résultats qui sont à la clé, et on a eu un certain nombre de témoignages aujourd'hui, il n'y a aucune raison d'hésiter. Alors, je crois qu'il nous reste malgré tout, même si le temps est écoulé, un petit peu de temps de questions-réponses. Je pense, Jérôme, tu devais en prendre une, c'est ça? Oui, tout à fait. En préparation, on avait une question qui était, est-ce que la méthodologie peut s'appliquer à un prestataire 3PL, 4PL? Donc, la réponse est évidemment à creuser en fonction de la personne. Ce qui est sûr, c'est que sur la partie 3PL, on a du mal à imaginer des buffers de stock, donc on serait plus sur un système avec des buffers de capacité et des buffers de temps. Sur la partie 4PL, c'est beaucoup plus intéressant dans le cas où on a un système d'inventory management. Avec un système d'inventory management, on pourrait du coup déployer des DMRP puis des DAE, ce qui, du coup, en plus d'apporter de la valeur au client, sera un vrai avantage compétitif dans les réponses aux appels d'offres, puisqu'on pourrait mettre un stock maîtrisé, un capital immobilisé plus faible, un taux de service important, et puis avec la partie des DAE, une capacité à s'adapter aux évolutions du marché. Ça, à mon avis, c'est des points qui sont très pertinents pour essayer de grappiller des parts de marché sur le monde des KPL. Caroline, je te laisse voir s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Et effectivement, merci à tous parce que c'était une gageure de parler d'un sujet aussi passionnant qui nous passionne tant tous depuis plusieurs années maintenant en si peu de temps. Donc, on va prendre des questions s'il y en a. Sinon, n'hésitez pas à aller sur le site fapix.org et là, vous pouvez poser vos questions à contact et on vous répondra. Les entreprises qui ont témoigné aujourd'hui, les consultants, se feront un plaisir de vous répondre. Mais y a-t-il d'autres questions? J'ai mon collègue Frédéric qui les regarde sur son écran. On a eu des questions en préparation sur le modèle DDAE lui-même. Je pense qu'on l'a tous décrit assez complètement. Reste-t-il d'autres questions? Je vais peut-être prendre une question de Caroline pour finir avec Patrick. J'avais répondu à quelques questions avec Jérôme dans Déroulé. Pour répondre à Patrick, effectivement, le modèle intègre les signaux faibles des fournisseurs, les signaux faibles des clients, des pics de commande via l'analyse qui est faite typiquement dans des SNOP. Est-ce que la variabilité a augmenté sur un fournisseur donné ou non, sur un client donné ou non? Est-ce que j'ai des pics de commande qui sont de plus en plus importants, etc. et qui permettent d'ajuster le modèle. Donc, c'est pris dedans. Et le modèle des DAE s'adapte très bien avec toutes les approches actuelles d'IA ou le traitement de l'information type machine learning parce que ces données-là vont améliorer la pertinence des infos qu'il va recevoir pour dimensionner le flux, même s'il ne va pas forcément les utiliser pour enclencher les ressources, mettre des commandes dans le système, relancer des ordres de fabrication, il va les utiliser pour améliorer la pertinence du modèle des buffers qui sont dimensionnés. Bien. Y a-t-il une question, Damien? Est-ce que tu vois une question que tu as envie de prendre? Il y avait 25 questions et alors moi je ne les vois pas. Elles ont globalement été répondues par Jérôme et Pierre en fait en même temps. Il y a une question pour Nicolas Boulingue sur Radial dans le chat. Ok. Nicolas, tu la vois? Oui, me revoilà, je la vois. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je vous donne rendez-vous dans un an et demi. Aujourd'hui, oui, on est organisé, Radial est organisé en business unit. Chaque business unit a son processus SNOP, processus SNOP classique, revue de la demande, revue des capacités internes, fournisseurs, scénarios divers et multiples, exécutive SNOP, prise de décision, et orientation vers la méthodologie aujourd'hui que l'on connaît, c'est-à-dire plan de charge, master planning scheduling, MPS, ordonnancement, etc.
Demain, le DDMRP va nous apporter des nouvelles informations, va nous apporter beaucoup plus d'agilité, de réactivité, et on va enclencher en effet cette boucle vertueuse en adaptant très probablement également notre SNOP qu'il faudra qu'on simplifie pour être aussi plus agile par rapport à ce que nous demande le DDMRP. Mais aujourd'hui, non, c'est un petit peu trop tôt pour nous. On commence néanmoins à se pencher sur cette question parce que on l'identifie comme un levier clé pour le futur de Radial. Merci. Caroline, je vais quand même répondre en fait à Nicolas Bergeras. Oui, vas-y, bien sûr. Pour accompagner votre changement vers des DAE. D'accord. Et en fait, je pense qu'il y a une fausse croyance, et Xavier pourra en témoigner, c'est de faire gérer le changement par les consultants. D'accord. Les consultants, c'est des facilitateurs, c'est pas eux qui gèrent le changement. Donc, je pense que quand on est notamment dans l'idée d'un déploiement, investir dans la compétence de formation, utiliser en fait des jeux digitaux. Alors, il y en a plein qui existent. Évidemment, on a le Pro Simulation Game. En fait, c'est un moyen en fait pour une entreprise en fait de former et de partager en fait dans son vocabulaire ses collaborateurs pour faciliter le changement. Je pense que Xavier peut témoigner en fait de ça qui est une question. Xavier ? Ah oui, tout à fait. Oui, je ne savais pas si j'étais à l'écran. Oui, tout à fait. On a effectivement testé ça pendant un jour et demi là, depuis hier, où on a du coup directement intégré cette formation et du coup adapté le langage des formations au vocabulaire de l'entreprise, voilà, donc à cette culture d'entreprise, et donc en mixant de la formation théorique et les jeux de simulation. Combien de participants permettent complètement aux opérationnels de comprendre, toucher du doigt avec la simulation la complexité, les difficultés de la planification conventionnelle dans le monde actuel, et puis la solution qu'apportent les buffers des DMRP. Et ça, vraiment, c'est un point clé que nous n'avions pas bien réussi jusque-là, et que l'on va du coup utiliser ce mode de formation interne qui me paraît être vraiment très très efficace, qui demande un investissement évident, mais en termes d'efficacité et de résultat, on pressent que ça sera très très bien. Alors, je vois qu'en principe, on a terminé. Je ne sais pas si on peut continuer encore à se parler. En tout cas, nous organiserons au sein de l'association d'autres rendez-vous avec vous pour répondre à toutes les questions que vous avez pu poser. Rendez-vous au mois de janvier probablement pour ça. Certains d'entre vous se sont inscrits via notre site, donc nous vous connaissons, nous pouvons vous prévenir lorsqu'il y aura d'autres présentations. Pour les autres, n'hésitez pas à venir vous inscrire sur le site fapix.org et nous organiserons d'autres présentations. Voilà, le temps est écoulé, je le vois. Merci à tous pour vos présentations et à bientôt et bonne fin d'année et vivement l'année prochaine pour un ex normal.